si Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente nous avons laissé Hitler qui changeait de compagnie, donc il passait de la première à la troisième compagnie, et nous allons reprendre là. Donc il faut savoir que les estafettes tournent avec un rythme différent des hommes de première ligne qui sont dans les tranchées. Donc eux ils ont une journée où ils ont la garde, où justement ils délivrent leur message, et à ce moment-là donc ils logent dans des abris près du bunker de commandement. Comme Hitler c'est une estafette de régiment. Donc vous prenez par exemple cette photo de vue aérienne, vous avez le cercle à gauche qui est le bunker de commandement, et les autres cercles c'est des abris pour le personnel. Donc on peut supposer que Hitler peut loger dans un de ces abris près du bunker de commandement, ou dans une ferme ou dans une maison réquisitionnée aux alentours. Donc il tourne sur 24 heures, donc Hitler lui qui aime bien vivre un peu la nuit et dormir le matin, à travailler 24 heures, il peut suivre ce rythme qu'il aura toute sa vie, aussi bien avant qu'après la guerre. Il travaille la nuit et ses collègues le laissent dormir le matin. Ce qui arrange d'autres collègues, parce que d'autres collègues, eux, ils vont dormir toute leur nuit et travailler la journée. Tandis que Hitler, lui, ça l'arrange de travailler la nuit et de dormir le matin. Donc tout le monde y trouve son compte. Une fois qu'ils ont fini leur journée de 24 heures d'estafette, ils ont leur journée de repos. Donc leur journée de repos, c'est un peu plus loin que la ligne de front, donc ils risquent pas de se prendre un obus pour justement se reposer, décompresser de leur journée de travail. Donc c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aller dans les estaminets, à droite à gauche dans les alentours. C'est un repos, mais c'est pas un repos où les gens ils rentrent chez eux, ou ils peuvent aller partir loin pour visiter à droite à gauche. C'est vraiment un repos qui reste au bord de la ligne de front. Et ensuite vous avez une journée qu'on pourra dire d'alerte. Ils sont là au cas où ils auraient besoin d'eux sur la ligne de front, donc là ils partiraient directement. Donc là ils logent encore assez loin de la ligne de front, hein, par exemple dans son dessin qu'il avait fait sur la ferme. Donc au repos et en alerte, ils logent dans cette ferme. Donc c'est leur baraquement officiel de repos. Donc là, quand ils sont en alerte, ben voilà, ils remplissent des sacs de sable, ils font des abris, ils peuvent creuser des tranchées, s'occuper de leur matériel, avoir une instruction armement, tout ce qui peut aider au soutien logistique des premières lignes. Ils font toutes des choses que quand les soldats en première ligne ont repos, ils n'ont pas le temps de faire, donc ils s'occupent à ce moment-là. Et après, donc, ils retournent à leur journée de travail. Donc ils tournent sur 3 jours comme ça. Sachant que des soldats en première ligne dans les tranchées, eux ils vont avoir un système plutôt d'une semaine. En sachant que justement dans les premières tranchées, petite parenthèse pour parler un peu d'histoire, c'est pas rempli de soldats comme on peut voir dans les films, plein de mecs dans les tranchées sous la pluie. Faut savoir que les soldats ils sont dans les abris. Dans les tranchées il y a des abris, les soldats ils attendent dedans, et dans la tranchée il y a quelques soldats qui eux montent la garde. Donc ils observent en face si personne attaque. Et eux aussi, entre parenthèses, moi à l'école, je me souviens qu'on me disait que les tranchées françaises étaient complètement dégueulasses et que les tranchées allemandes ils étaient toutes jolies. Ça aussi c'est du faux. Il faut savoir qu'aussi bien français-allemand en début de la guerre, bon, les tranchées étaient dégueulasses des deux côtés. Et justement après quand ils se sont installés pour la durée, là les tranchées des deux côtés se sont améliorées. C'est vrai que les Allemands ils avaient un peu plus de confort dans leurs abris que le français. Mais bon, c'était pas non plus faramineux. Donc alors il y a Alexandre Moritz Frey, qui n'a pas servi en tant qu'estafette, mais qui a servi dans le régiment d'Hitler, et il l'a croisé plusieurs fois. Et il dira « Hitler aurait pu servir dans les tranchées dans le but d'obtenir une promotion. Mais il ne semblait pas vouloir cela, car il avait des avantages. Il avait de meilleurs quartiers et une meilleure nourriture. » Donc il faut savoir, comme je disais, les estafettes, eux, ils bougent un peu, et après, bon voilà, ils sont à l'arrière, donc ils peuvent manger chaud, tranquillement, ils sont près de la popote. Tandis que les soldats de première ligne, tant que la nourriture elle arrive, ça peut être froid, tant que ça passe dans les tranchées. Et les conditions sont un peu plus spartiates que eux qui sont dans leur abri à l'arrière. Donc décembre 1915, Hitler tombe malade. Hans Metz dira « Il a l'air très malade et toussait lourdement, mais aucun de nous n'a pu le convaincre de se présenter au médecin. » Donc Hans Metz dira que c'est les conséquences de la pluie froide. Et il dira « La maladie est la conséquence de soldats gisant dans des vêtements mouillés, imprégnés de boue et de saleté, dormant dans des couchettes humides. » Donc il faut savoir pareil, même si les abris des Allemands sont plutôt propres, le fait comme ils sont dehors dans la boue, la pluie, en plein mois de décembre, le fait après de rentrer, et justement quand ils sont en plein travail, donc ils peuvent pas se mettre à l'aise pour dormir comme en repos, ils dorment habillés. Donc Hitler il tombe malade. Donc justement je vais profiter qu'Hitler est tombé malade pour parler de la syphilis. Donc beaucoup d'historiens ont pensé que Hitler avait attrapé la syphilis parce que justement il en parle beaucoup dans Mein Kampf. Comme je disais, Hitler ne montre pas ses sentiments mais il fait des actions en fonction de ses sentiments. Donc comme le fait qu'il parle beaucoup de
la syphilis, tout le monde a pensé qu'il se l'est chopé. Surtout qu'il y avait des symptômes, l'impuissance peut venir à cause de la syphilis, et les maladies qu'il a eues après sont aussi des conséquences de la syphilis. Donc là, justement, tout le monde s'est un peu extasié là-dessus, et comme je disais, même un proche d'Himmler dira que Himmler lui avait dit que Hitler avait eu la syphilis pendant la Première Guerre mondiale. Donc justement, ces informations sembleraient fausses, parce que justement, là juste, Hitler qui a une grosse toux, ses copains de combat en parlent. Donc s'il aurait eu la syphilis, il serait parti voir le médecin, il aurait été extrait du front un peu plus longtemps. Parce que là, il est malade, mais il ne part pas voir le médecin, il reste là où il est. Et justement, il aurait été obligé d'aller voir un médecin, et justement être retiré un peu du front, pour le temps de se faire soigner. Et justement, ses collègues, ils en auraient parlé, sans penser que c'est la syphilis, mais ils auraient dit, Hitler est malade, il est sorti du front quelques jours. Et comme vous avez vu dans la vidéo précédente, Hitler, justement, bon, il va pas avec les femmes, il refuse d'aller avec les femmes. Et pareil, ses collègues, il leur a dit, Hitler les suivait. Alors qu'Hitler, il restait dans son cantonnement pendant les repos, et il bougeait pas trop. La seule fois où il est bougé, c'était pour aller au théâtre. Et justement, s'il y aurait eu un rapport avec des filles, pareil, ses collègues l'auraient su. Pour la syphilis, il faut savoir que dans Mein Kampf, Hitler il veut faire un confinement. On a vécu le confinement. Vous voyez ce que c'est? Hitler voulait faire la même chose avec les gens atteints de syphilis. Donc dans Mein Kampf, il explique en gros que les gens ils seraient restés chez eux. Et si vraiment les gens ils voulaient pas, bon là ils auraient fini dans des camps. Il faut savoir justement que Hitler dit que une centaine de milliers de personnes vont se sacrifier pour des millions. En gros, les gens dans la syphilis, ils restent chez eux et ils évitent de contaminer les autres. Ce qu'on pourrait penser que Hitler, c'est une supposition, que là j'en viens, qu'Hitler est vachement contre la syphilis et qu'il en parle beaucoup, même sans l'avoir eu, c'est peut-être qu'il a été choqué étant petit jeune, parce qu'il faut savoir que son père était croyant, peut-être pas pratiquant, mais il a envoyé quand même Hitler à être enfant de cœur à chaque fois qu'il changeait de village. Et justement, ils auraient pu dire à Hitler que s'il allait avec des filles, sans savoir que leur fils était impuissant, de dire à leur fils, ben voilà, si tu vas avec les filles, tu vas te choper une maladie ou quoi que ce soit, jusqu'à le traumatiser. Il faut savoir qu'avant, dans les années justement fin 1800, les gens ils savaient pas non plus comment on faisait les enfants, comment ça se passait entre hommes-femmes, c'était tabou. Et moi j'ai rencontré des gens de certain âge, justement, c'est pour ça que j'en reviens à ça, qui me disaient, par exemple une fille, quand un garçon voulait lui parler, dans la rue ou quoi que ce soit, qui commence à parler, elle se sauvait en courant, parce qu'elle pensait que le garçon, s'il l'aurait touché, elle serait tombée enceinte. Parce que ses parents lui avaient inculqué ça. Et comme il n'y avait pas internet de télévision, qu'à l'époque c'était vraiment tabou, les gens y croyaient en tout. Donc c'est dire que Hitler, supposition que ses parents auraient pu le mettre en garde contre la maladie, et justement il aurait vraiment fait une fixation sur cette maladie, au point justement d'en parler dans Mein Kampf. Ou une autre supposition, étant jeune, il aurait pu rencontrer une amie de ses parents ou quoi que ce soit, qui aurait été atteint de la syphilis et qui l'aurait refilé à son bébé, qui aurait une malformation ou quelque chose un peu de dégueulasse. Parce que justement Hitler il parle de ça, dans Mein Kampf il parle justement des femmes qui ont la syphilis et qui refilent ça à leur nouveau-né, à leur bébé qui n'a rien demandé. Et il est vraiment à cheval là-dessus. C'est un sujet qui a l'air de vraiment le toucher. Donc des suppositions. Je rebondis sur cette histoire pour parler d'autre chose que je voulais pas parler parce que c'était un sujet qui s'avérait nul. Mais j'ai vu que quelqu'un en parle dans les commentaires, d'une femme justement qui disait qu'elle avait eu un bébé avec Hitler pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça, il semblerait que ça soit totalement faux. Justement, on aurait pu douter, fut un temps, mais avec les tests ADN qui ont été effectués récemment, il n'y a vraiment pas de lien de parenté entre cette personne et Hitler. Donc un certain Jean-Marie Lauré, sa mère elle s'appelait Lobjoie, qui lui aurait dit justement que son père c'était Hitler. Donc pourquoi cette femme a dit ça? Est-ce que soit c'est un mensonge, ou soit justement elle a rencontré un Allemand peut-être qui ressemblait à Hitler. Et vu qu'ils parlaient pas la même langue, c'est dur de se comprendre. Mais comme je disais, les tests ADN ont été effectués et que justement les tests ADN auraient confirmé qu'il n'était pas de la famille d'Hitler. Donc après ça, ils ont encore chipoté pour dire qu'il fallait exhumer le corps d'Alois Hitler pour vérifier sur lui en se disant que les autres femmes ils avaient été infidèles à leur mari. Bon, bref, ils veulent absolument appartenir à la famille d'Hitler, on ne sait pas pourquoi, mais ils veulent. Donc je rebondis sur cette histoire parce que justement, mon mea culpa, il y a eu une confusion de photos. J'ai mis une photo en disant que c'était le neveu d'Hitler, et j'ai mis une photo en pensant que c'était cet homme-là. Et enfin bon, il semblerait que justement ça soit la photo du petit-fils, donc Philippe Lauré, de ce monsieur qui dit qu'il appartient à la famille d'Hitler. Voilà pourquoi Internet, faut pas avoir confiance. Comme j'ai dit, moi justement je fais cette chaîne pour éviter que les gens ils aillent sur d'autres chaînes où les gens ils ont fait du copier-coller sur Internet. Donc toutes les informations que je vous donne, c'est pris dans des livres, des historiens, donc là il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que pour les photos, je suis dépendant d'Internet, faut pas faire autrement. Et malheureusement j'ai été trompé par Internet. J'ai mis le nom du neveu d'Hitler et j'ai tombé sur cette photo et je l'ai mis. J'ai pas réfléchi plus que ça et j'ai balancé la photo. Et justement, dans les commentaires, quelqu'un m'a dit que c'était le soi-disant petit-fils d'Hitler.
et non le neveu. Donc mea culpa. Donc je vais essayer de faire attention la prochaine fois, parce que généralement le plus de temps que je passe, parce que moi mes fiches sont déjà faites, hein, tout est déjà fait, et le plus de temps que je passe en fait en ce moment c'est justement de trouver des photos sympas à mettre pour les vidéos. Et justement quand je mets le nom d'une personne et que je balance la photo, je cherche pas des milliers de photos non plus, hein. Généralement je cherche beaucoup sur les photos de la vie du soldat, mais dès que je mets le nom d'une personne, par exemple Göring, je sais à quoi il ressemble, je vais balancer la photo direct dès que je la vois. Et là c'est pareil pour le neveu, c'est ce que j'ai fait, j'ai balancé son nom, j'ai vu la photo, et j'ai balancé sans vérifier que sur internet il y a tout et n'importe quoi et que les gens ils ont mis une photo qui correspond même pas à la tête du monsieur. Donc voilà, donc il y a eu une confusion de photos, hein. Donc cette photo, donc là ce n'est pas le neveu d'Hitler, il semblerait que ce soit justement la personne qui se dit petit-fils d'Hitler. Donc Noël 1915, Hitler ne parle à personne pendant 3 jours. Personne n'était capable de le sortir de son apathie. Peut-être avait-il à cœur que personne ne lui avait envoyé de colis pour Noël, que personne ne pensait à lui. Donc, comme on dit dans les vidéos précédentes, sa sœur et sa demi-sœur ne savent pas qu'il est sur la ligne de front. Les seules personnes qui sont au courant, c'est la famille de Munich qui le logeait et son avocat. Mais il faut savoir que justement, donc, il reçoit pas de colis et là, il fait une espèce de petite dépression pendant 3 jours. Il reste un peu dans son coin et pas la personne. Et justement, comme on disait que Hitler, il fait les actes en fonction de ses sentiments. Il faut savoir que Hitler, quand il était devenu chancelier, il avait le valet SS de la Leibstandart. Et justement, il avait un valet, un lieutenant qui s'appelait Hans Jung. Et ce lieutenant-là, en fait, il demanda à Hitler plusieurs fois de partir au front. Donc on lui voulait aller sur le front de l'Est. Et Hitler refusa. Au bout d'un moment donné, il accepta, mais avant de laisser partir son lieutenant sur la ligne de front, il insista lourdement pour qu'il se marie avec la secrétaire d'Hitler. Donc Hitler avait 4 secrétaires, on en reviendra plus tard sur ça. Donc il avait une secrétaire, ils ont appris que il y en avait une, elle avait une grand-mère juive, donc ils l'ont virée, ils ont remplacé. Donc la petite dernière qui est arrivée, qui s'appelle Gertrude Humps, donc il incita lourdement pour qu'ils se marient. Bon, finalement ils ont cédé au Führer et ils se sont mariés. Donc justement, même elle, la secrétaire, se demandait pourquoi Hitler va insister tant qu'il se marie. Donc la réponse est peut-être là-dedans en fait. Parce que Hitler, là il se sentait mal d'être tout seul, il a repensé à ça quand son soldat devait partir sur la ligne de front et qu'il n'est pas marié qu'à personne, qu'au moins il a un attachement et que quelqu'un peut lui écrire des lettres ou lui envoyer des colis, que ce soldat il soit rattaché à quelque chose. Et justement c'est ce qu'elle dira à sa secrétaire, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait se marier avec, et après elle se dit c'est peut-être justement pour que ce soldat-là il soit rattaché à la vie, rattaché à quelque chose pour qu'il revienne de la ligne de front. Donc elle dira aussi que justement Hitler très attentif à nous tous. Donc comme je disais dans les vidéos précédentes, Hitler quand il parle à quelqu'un, les gens ils ont vraiment l'impression que c'est le centre d'intérêt du monde, parce qu'il a vraiment l'air de s'impliquer dans leur vie. Donc pour la petite histoire de ce valet, en fait il veut partir sur le front, parce que justement il a dit à sa femme qu'il n'y avait plus à faire la différence entre ce qu'il pensait réellement à titre personnel et ce que Hitler ou ceux qui l'entouraient pensaient. Il dit « J'ai besoin de me mettre en situation de penser par moi-même ». Il avait le sentiment de vivre dans un milieu claustrophobique. Parce que justement, ils ne savaient pas ce qui se passait dehors. Comme sa secrétaire dira, ils n'ont pas d'amis qui reviennent de permission, ils ne savent pas ce qui se passe sur le front, ils n'ont pas de bombardement dans leur zone, ils ne peuvent pas écouter la radio des Alliés, donc ils étaient dans une bulle au milieu de la guerre. Donc et pour la petite histoire, ce lieutenant il mourra pendant la bataille de Normandie en 1944. Donc on y reviendra plus tard, mais c'était un peu ça au nid d'aigle d'Hitler, quand on leur a posé la question sur les camps de concentration, etc. Personne disait qu'ils savaient ce qui se passait parce qu'ils étaient vraiment enfermés dans leur bulle. Ils étaient entre eux, ils n'avaient pas trop d'amis à l'extérieur, vous les voyez très rarement, mais généralement c'est les amis qui se déplaçaient au nid d'aigle, et eux ils savaient vraiment pas ce qui se passait dehors. Donc voilà, cette vidéo est finie. Elle est un peu plus longue que prévu parce que je voulais finir l'année 1915. Donc j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite à tous une bonne journée.